Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette mi-saison de l'hiver 2025. Comme d'habitude, je suis accompagné de Paul. Bonjour Paul. Salut Cédric, salut tout le monde. Avant de passer aux différents animés, on voulait d'abord vous remercier car le podcast a atteint les 125 écoutes. Donc c'est énorme à notre échelle, surtout qu'on n'a pas fait tant de pubs que ça sur les réseaux. On s'est juste contenté de poster sur nos stories Insta, perso et sur Twitter. Ce que je vois, c'est qu'il y a eu un vrai bouche à oreille qui a été fait et on a reçu énormément de retours positifs de nos proches ainsi que quelques remarques sur les points améliorés, etc. Donc voilà, on a bien pris en compte tout ça et on compte bien s'améliorer sur le temps. Sinon, à côté de ça, on a aussi lancé notre compte Instagram pour vous tenir au courant des nouveaux épisodes. Donc si jamais vous voulez être informé des sorties et des nouveaux contenus, n'hésitez pas à nous suivre là-bas, le lien est dans la bio, ou sinon vous tapez Green Dolphin dans la barre. Voilà, donc pour l'instant on a décidé que ce sera notre seul réseau social, car on veut évoluer petit à petit, on ne va pas non plus se disperser sur une dizaine de plateformes dès le début, surtout que ça prend du temps à se faire et puis on n'a pas forcément le temps. Donc on fait le minimum pour l'instant et à l'avenir on sera évidemment plus présent comme notamment TikTok. Ceci étant dit, maintenant on va passer aux animés. Donc on en a 15 à traiter au total. On a vu 70 épisodes depuis début janvier, ce qui est énorme. C'est clair que oui, en fait 70 épisodes c'est absolument énorme pour nous parce que voilà, on prend chacun dans notre temps perso pour pouvoir visionner tout ça. Alors oui, on est passionné, oui, on prend du plaisir à regarder tout ça, mais c'est vrai qu'on a envie d'être informé le plus tôt possible, être à jour, ne pas avoir de retard, donc pour pouvoir vous proposer un contenu complet, riche et de qualité. Donc voilà, on est super content d'avoir pu visionner l'ensemble des épisodes de cette mi-saison en tout cas aujourd'hui. Voilà, donc pour ne pas rendre non plus l'épisode trop long, on ne parlera pas non plus des animés de l'automne 2024. Pour la simple et bonne raison que au moment où on enregistre, il y a ces séries-là, ils sont à leur épisode 19-20. Et on s'est dit que ce serait plus sympa d'en parler plutôt à la fin de saison, donc fin mars, histoire qu'on ait un vrai avis global sur ces séries-là. Donc ça comprend Blue Box, Shangri la Frontière, Kenshi le Vagabond et Orb. Comme ça permet à vous aussi de rattraper potentiellement ces séries-là. Et à nous aussi, du coup, de pouvoir vraiment analyser l'œuvre, parce que du coup, il y a quand même 25 épisodes par là. Donc ça permet vraiment de faire une grosse analyse globale de l'œuvre. Ça pourrait être assez sympathique. On fait aussi en fait ce choix-là par peur de se répéter avec le premier épisode. On a déjà avancé beaucoup d'arguments, beaucoup d'analyses, on en a déjà beaucoup dit. Et c'est vrai qu'entre-temps, bah voilà, il y a 6 épisodes qui se sont ajoutés à ces différentes productions. Notre avis n'a pas spécialement bougé entre-temps. On vous fera vraiment une analyse construite une fois qu'on aura la fin entre nos mains et qu'on aura pu voir un petit peu sur quelle note se terminent ces différentes productions. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix de ne pas en parler dans ce point de mi-saison. Petit point d'alerte avant de démarrer l'épisode, on va se permettre dans cet épisode de spoiler le contenu des différentes œuvres qu'on va aborder aujourd'hui, parce que sinon ça va pas être intéressant de critiquer et de donner notre avis si on peut pas parler des scènes précises, d'éléments importants qu'on a pu déjà visionner dans les différentes saisons. C'est pour ça que dans la description, vous allez retrouver tous les timecodes de chaque animé qui vont être abordés aujourd'hui, et comme ça, si jamais vous avez peur de vous faire spoil ou vous préférez pas prendre de risques, vous allez pouvoir passer d'un animé à l'autre. Ça va être beaucoup plus simple pour vous, et comme ça, vous êtes sûr de pas vous faire spoiler. Et on commence donc par Link Link Brydon Arc. Avant de démarrer, un petit peu de contexte. Nous nous étions arrêtés donc après la saison 2, après les événements majeurs de la saison 2, où Chen Xiaoxi a échappé de peu de la mort puisque Lu Guang a trahi ses propres valeurs en modifiant lourdement le passé. La saison 3 démarre de manière un peu brutale quand même, faut le dire, où nos deux protagonistes se retrouvent encore une fois dans une situation très délicate, puisque en fait Chen Xiaoxi est encore aux portes de la mort, et limite en fait il meurt, je crois bien, en plus épisode 1. Lu Guang va encore une fois trahir ses propres valeurs, de ne pas respecter les règles, en remontant au point de leur première rencontre, en fait, de leur origin story, pour qu'en fait Lu Guang puisse réparer ses erreurs en sauvant de la mort Chen Xiaoxi. Ouais, je vais commencer par donner mon avis et globalement, je suis quand même extrêmement déçu par cette demi-saison. Il y a plusieurs points qui me dérangent. Déjà, sa communication, qui pour moi était totalement inexistante. On avait eu un trailer en juillet, un long séance radio, puis sa diffusion. On nous donne 6 épisodes seulement. Donc alors déjà, je comprends pas comment déjà en si peu de temps, on peut nous introduire
de nouveaux enjeux conséquents, car comme expliqué au début, on nous montre la mort de Cheng Xiaoxi et on doit modifier le cours de l'histoire pour le sauver. Dès le début, de toute façon, on le sentait mal. On savait d'avance que j'allais être frustré car on n'aura pas eu assez d'éléments pour tout nous expliquer. Et puis en plus de ça, en réalité, c'est même pas une vraie saison. C'est plus une sorte de saison 2.5. C'est plus un arc qui permet d'introduire plusieurs éléments pour une éventuelle vraie saison 3. Parce qu'on n'est même pas, on n'a même pas des vraies réponses encore à la fin de saison. Donc je pense que voilà, ça partait déjà de base assez mal. Et du coup, pour revenir du coup sur les gros problèmes qu'il y a, déjà premièrement, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, c'est que je trouve que l'histoire elle est totalement alambiquée. On ne comprend rien du tout à ce qui se passe dès le début. Déjà, sur sa temporalité, on ne dit pas vraiment quand et où se passe l'attaque du début. On ne sait pas si c'est après la saison 2, avant les événements de la saison 1. En fait, on est déjà perdu dès les premières minutes. Et au final, on veut nous faire une sorte de prequel de l'histoire en remontant jusqu'à leur première rencontre. Alors, l'aspect prequel, ça peut être intéressant, mais en vrai, je trouve que c'est assez étrange la façon dont ça a été fait. Comme c'est un prequel, on doit suivre les événements qui se sont produits à l'époque. Mais comme c'est Lou Gang du futur dans son corps du passé, tu as tous les événements qui se passent et qui est censé se produire. Il est censé être au courant. Mais il y a vraiment par moments où j'ai l'impression qu'il redécouvre les événements qui sont passés. Enfin, je trouve que la façon dont ça a été fait, c'est trop bizarre. Ouais, en fait, cette saison, elle est là en fait pour expliquer comment les pouvoirs ont été obtenus entre guillemets, comment le studio photo a été créé. Mais comme tu peux le dire, en fait, c'est très bizarre de démarrer dans une action où tout va très très vite, où Cheng Xiaoxi est sur le point de mourir, donc le Gong remonte dans le temps, etc. En fait, je vois pas pourquoi ils n'ont pas juste fait le choix de raconter l'histoire flashback en mode bah voilà ça démarre en mode il y a 10 ans, il y a 15 ans, je sais pas, et là bam il nous raconte l'histoire. En fait c'est sous couvert d'une intrigue dont on ne sait rien, on ne comprend pas grand chose, tout en essayant de nous raconter une origin story. Mais du coup on a l'impression un peu de se perdre quand même dans cette histoire. Un autre point qui m'a dérangé, ce sont les nouveaux personnages qui ont été introduits, qui je trouve ne servent pas vraiment à l'histoire. On a par exemple Liu Xiao, qu'on avait aperçu rapidement à la fin de saison 2, qui ici est introduit avec un pouvoir permettant d'entendre le rythme cardiaque des autres. C'est intéressant comme pouvoir, mais malheureusement, ce sera jamais exploité par la suite. Par contre, j'apprécie vraiment comment il a été présenté avec la roulette russe et tout. Je trouve que c'était vraiment un moment intense. Mais dans la saison, je trouve que le personnage, on s'en cogne totalement, quoi. Pareil pour le personnage de Fake Chia, qui n'a pas du tout été intéressant pour moi. Et puis le personnage de Vayne, qui est le seul, on va dire, à mettre des bâtons dans les roues de nos personnages. Mais pareil, on ne le voit pas non plus énormément. À la fin, il meurt d'une crise cardiaque. Super. Ce qui me dérange, c'est qu'en fait, ces personnages-là, on ne connaît pas leurs vraies intentions. On ne sait pas, en tout cas, expliquer vraiment sur papier ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent, etc. Et je trouve que en fait, ces personnages, encore une fois, je pense qu'ils ont été introduits histoire de se préparer pour une potentielle saison 3, quoi. En fait, il y a un problème entre l'arrivée des personnages et le temps qu'on a à l'écran. La saison fait 6 épisodes. On nous introduit beaucoup de personnages en plus qui veulent un peu saboter nos personnages principaux. Et on ne comprend pas ni leur motivation, c'est jamais développé. Il n'y a même pas un peu de teasing pour une suite, parce qu'on pourrait se dire ils veulent garder ça secret pour la suite, mais il n'y a même pas de teasing ou quoi. Et limite, il y a même des arcs narratifs qui se sont terminés sans jamais qu'on comprenne une seule fois quelle a été leur motivation. Donc en fait, il y a vraiment un flou. En fait, de manière très globale, on peut conclure sur ça. C'est qu'en fait, il y a un flou qui entoure cette saison un peu 2.5. On ne sait pas trop ce que cette saison a voulu nous raconter. Tout ce qu'on peut déduire, c'est voilà, c'était une origin story de Lu Gong et Chen Xiaoxi sur comment tout a été fondé, tout ce sur quoi ça part, mais c'est tout. Et limite, ça donne presque même pas envie, tellement c'était flou, de continuer, parce que maintenant qu'il y a ça qui a été posé avec plein de nouveaux persos, mais de quoi va nous parler la vraie saison 3 en fait. Je trouve ça hyper bizarre comme choix artistique de nous produire ce genre de choses. Alors après, voilà, là on a parlé des points négatifs, mais il y a aussi du bon. Les musiques sont toujours aussi cool. Il y a, quand il y a une espèce de petite intrigue un peu en mode thriller qui est lancée, on a envie d'aller au bout. Je pense notamment, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Cédric, la partie avec l'incendie dans l'école. Là, je me suis dit, ah bah Oui. voilà, on retrouve de l'intrigue, c'est enfin intéressant. Là, on va avoir des méga révélations, ça va être cool. Enfin, il y a En fait, toujours ce côté très prenant.
pas forcément d'accord parce que, en fait, à un moment, du coup, t'as Cheng qui, du coup, prend du coup, l'apparence d'un gars qui était près de l'incendie justement grâce à une photo. Et du coup, il essaye vraiment d'aller dans cet incendie pour savoir si son père y était. Et en fait, pareil, on sait juste qu'il y avait une femme, mais on n'en saura pas plus que ça. Et du coup, je me dis, en fait, pendant 2 épisodes, on nous tease comme quoi il y a un accident, il y a un accident. On est dans l'incident, du coup. Mais pareil, on sait pas où ça mène à rien encore une fois. Surtout qu'en plus à la fin de saison, du coup, on retrouve le père. On sait que bah, du coup, qu'il était mort pendant cet incendie. La seule qui a survécu, du coup, c'est la fille justement qu'il a incarnée, comme par hasard. Mais encore une fois, voilà, ça conclut aucun arc, ça a pas de sens. Et justement, moi, je suis très biaisé par en fait ce que nous raconte cette série. En fait, je ne comprends pas où ça veut mener. Et si ils nous font une suite, parce qu'à la toute fin, du coup, je sais pas si t'as vu, du coup, à la toute fin de l'épisode 6, t'as le gars aux cheveux rouges, en fait, qui est pas mort. Oui, 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 Il oui. revient. Il sort de son truc de mort, là. Et du coup, c'est quoi la suite? Genre, c'est une partie de 75 qu'ils vont nous faire? Genre, c'est quoi? C'est une saison 3 réelle avec plus d'épisodes, mais du coup, tout ce côté préquel, je sais pas à quoi ça a servi vraiment au final. Parce que si c'était juste pour nous introduire, on va dire, le début d'un plus grand arc, bah, je trouve que c'était pas vraiment nécessaire de faire cet arc-là, honnêtement. On verra quand la suite sortira. Pour l'instant, rien d'annoncé. Peut-être qu'on fera des connexions avec ce qu'on verra après. Mais voilà. Un peu de déception sur cette saison 2.5. On verra la suite. Mais je pense que cette saison va faire beaucoup de mal à l'œuvre, de manière globale. Donc voilà, c'était notre avis un peu sur sur cette partie 2.5 de Link Link. On va passer à la suite. On va parler maintenant de Momentary Lily. それじゃあみんな行ってきますお出かけかこの日忘れられない Alors, Momentary Lily, qui a été fait par le studio Go Hunt. Go Hunt, qui est un studio quand même assez particulier parce qu'ils ont un peu leur propre style d'animation. Ils font un peu ce mélange d'animation traditionnelle et 3D. Et avec cet extrait qui avait fait beaucoup de tour à l'époque sur Twitter, qui était un extrait de La fille que j'aime à oublier ses lunettes là, où en gros c'était un plan en un cut où on voyait le perso qui était dans le couloir, puis aller aux escaliers pour aller à un autre couloir et tout. Et alors, la scène du coup était techniquement assez audacieuse, mais n'avait aucun sens parce qu'il y a un moment, il y a un gros plan sur la main, la caméra elle tourne de n'importe comment, elle va sous le pied et tout. Enfin, en fait, ce studio, en fait, ils ont un peu cette prétention, enfin pas cette prétention, mais en gros, ils cherchent vraiment à être vraiment différents et vraiment à se démarquer d'autres studios, ce qui peut être intéressant. Et c'est pour ça qu'à la base, ça m'a beaucoup intéressé, Momentary Lily. Mais voilà, ils ont quand même ce style qui est quand même vachement étrange. Et c'est pas parce que tu fais un style démarquant et étrange que ça en fait un bon animé non plus. Et du coup, bah, Momentary Lily, bah, c'est pas non plus aussi bien que ça. Pour le coup, c'est même catastrophique, s'il fallait dire. Je sais pas toi, Paul, je sais qu'on avait déjà parlé dans l'épisode 1 parce qu'on avait vu le premier épisode. C'était très laborieux. C'était n'importe quoi. Par quoi commencer? Déjà, en fait, comme je l'expliquais, Gohan, ils essaient vraiment d'avoir une animation qui se démarque. Mais là, la caméra, on ne comprend absolument rien sur ce qu'elle veut filmer. En fait, il y a toujours ce truc qui est important dans l'animation, qui est faut guider le regard du spectateur. Et là, c'est pas du tout le cas. À titre de comparaison, on a SNK qui a une caméra qui suit le personnage lorsqu'il coupe un titan. Elle est placée justement de manière assez éloignée pour bien faire comprendre au spectateur la chorégraphie du combat avec très peu de cuts pour bien suivre l'action sans vraiment d'interruption. Et t'as Momentary Lily qui fait le total inverse. Il multiplie ses cuts, le personnage s'envole, cut, l'arme s'envole, cut, gros plan du visage, cut. T'as un découpage excessif qui rend la scène totalement moche. Du coup, bah, ça match absolument pas. En plus, t'as plein d'effets artificiels qui sont sur l'image d'éblouissement. Tu sais, il y a un arc-en-ciel casse-couille, genre sur tout l'épisode 1. On sait pas ce qu'il fait là et ça permet juste de mettre un filtre en mode c'est joli, machin, mais non, c'est pas du tout beau, quoi. Et ils essayent de faire un effort sur les cheveux des personnages parce qu'ils bougent dans tous les sens, machin. Mais en fait, c'est. Je vois pas l'intérêt, en fait. Genre, y a pas. Pourquoi autant animer ses cheveux si c'est pour rien en faire derrière? Enfin, je ne vois pas du tout l'intérêt d'avoir autant animé les cheveux. Surtout qu'en plus, au bout d'un moment, quand tu regardes genre pas mal d'épisodes, c'est limite irregardable au bout d'un moment, quoi. Et en plus de ça, de ce choix artistique extrêmement discutable, si l'histoire était intéressante, Ouais. pourquoi pas? On ferait un effort, un petit pas en avant vers l'œuvre. Le problème, c'est que c'est chiant à mourir. Ça tout sort de nulle part, tout est en mode ta gueule, c'est magique. C'est
des gamines qui se battent contre des gros monstres, il n'y a pas d'histoire. L'excuse de ah, mais il y a eu un truc post-apocalyptique, il n'y a plus d'êtres humains et tout sur Terre. Bon, là, c'est juste un argument pour pas avoir designé d'autres persos, bien mettre en avant juste les petites gamines, et voilà. Enfin voilà. Moi, comme je l'avais dit dans le premier épisode, j'ai vraiment subi le visionnage de mon premier épisode, rebelote pour le deuxième, et moi ça a été suffisant pour me faire arrêter mon visionnage de Momontari Lily, parce que je pense que je suis pas du tout la cible. J'ai du mal à imaginer un grand nombre de publics apprécier ce genre d'œuvre. Enfin, en tout cas, on ne vous recommande vraiment pas le visionnage de Momontari Lily pour tous ces arguments-là, clairement. Ne subissez pas ça sert à rien. Parce que déjà, il y a d'autres animés qui sont de meilleure qualité dans cette saison justement, qui méritent vraiment le coup d'œil, plutôt que cet animé à la con. Je sais pas comment dire, mais après, faut quand même avoir un coup d'œil quand même sur ce studio Go Hunt, parce que je pense que ce studio pourrait en vrai avoir une bonne réputation si déjà ils viraient leur leur storyboarder de merde là. Je pense que ce studio n'a pas encore eu cette histoire à raconter. Ils n'ont pas encore eu une histoire qui permettrait en gros que leur style d'animation serve vraiment au récit. Complètement d'accord avec Cédric sur ce point de vue-là. Studio à surveiller, mais à mon avis, là, ça pue l'animé qui était là pour ramener du pognon. Sûrement vendre des figurines derrière, parce que souvent, voilà, quand il n'y a pas beaucoup de, de persos animés et quand vous avez après des personnages principaux ultra détaillés, tout machin, c'est pour vendre des figurines, pour vendre des posters, etc. Donc voilà, je pense que c'est surtout un animé pour remplir un peu les caisses du studio. Mais voilà, à voir pour les productions à suivre de ce studio-là. Bref, on vous conseille donc pas du tout à regarder cet animé. On va passer à la suite, on va parler maintenant de Zenshu. 滅びゆくこの世界の定めを見届けるとしよう。最後くらいカッコつけとくか。 Alors, Zenshu. Alors, est-ce qu'on peut déjà faire un rappel, mon cher Paul, de ce qu'on disait sur le premier épisode sur Zenshu? Est-ce que tu te souviens? Oui. Parce que nous pensions au début que Zenshu était un animé qui allait parler de comment un animé ou un film d'animation se produit, se réalise, quelles sont les étapes de production et comment l'autrice fait face à sa non-connaissance des sentiments amoureux pour écrire une romance. Voilà, c'était le synopsis, c'était le postulat de base. Et, Ça partait bien, hein. et franchement, ça nous faisait vraiment envie. Quelle ne fut pas notre surprise quand on a vu ce qui s'est passé. Isekai! Eh oui, on s'est fait avoir comme des merdes. Parce qu'en fait, ils ont été malins à ma part en fait. Parce qu'ils ont pas du tout mentionné une seule fois que c'était un Isekai. En fait, on s'en est rendu compte dès le premier épisode. Tout le monde s'est fait avoir, j'ai l'impression, et c'est très drôle. Mais pour moi, ma théorie vraiment sur ça, c'est que je pense que c'est comme au cinéma actuellement. Je pense qu'ils ont trop peur de vendre les Isekai, surtout pour les gros studios. Par exemple, on a eu au cinéma, par exemple, Wonka, qui est un film qui a été vendu comme voilà, spin-off de Charlie et la chocolaterie, machin. Mais à aucun moment, ils ont mentionné que c'est une comédie musicale parce que les gens ont trop peur des comédies musicales. Pareil pour le film Mean Girl, il y a eu le remake de Mean Girl, il n'y a eu aucune com sur le fait que c'est une comédie musicale. Je pense qu'en fait, le mot Isekai maintenant, c'est devenu un genre très dur à vendre. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis en avant le fait que c'est un Isekai dans leur promo, parce que sinon, ça n'aurait pas attiré tant de gens que ça, quoi. C'est vrai que voilà, énorme déception de notre part en découvrant ça. C'est vrai qu'en plus, on vous l'a dit, épisode 1, on n'est pas forcément hyper friand de ce genre-là. Surtout Cédric. Moi, j'ai eu quelques isekai que j'ai appréciés, mais en majorité, c'est jamais du bon. Et c'est vrai que là, quand on a découvert ça, on n'était pas spécialement content. Après voilà, maintenant on va vous parler du véritable contenu de Zenshu. Voilà. Qu'est-ce que Mappa nous raconte avec Zenshu? Je vais me permettre du coup de modifier un petit peu le synopsis. Donc on suit bel et bien une autrice d'animé et de manga. Et comme prévu, elle va adapter une romance, sauf qu'elle ne connaît rien en amour, etc. Et épisode 1, en fait, elle va manger un plateau repas. Et en fait, ce plateau repas était périmé. Intoxication alimentaire, elle meurt. Il n'y a pas de blague, c'est vraiment épisode 1. Et en fait, elle va se retrouver dans un univers très particulier. C'est en fait, elle va se retrouver dans son film d'animation favori. Et donc en fait, elle l'a vu plein de fois ce film. Donc elle sait qu'est-ce qui va se passer dans ce film. Elle va rencontrer ses héros favoris, découvrir la ville où se passent les événements. Voilà, donc vraiment rien à voir avec ce qu'on a pu nous vendre avant. Et c'est peut-être la première fois qu'avec Cédric, on est aussi peu d'accord
sur l'appréciation globale de visionnage. Bah, comme j'ai déjà dit, le genre de l'isekai, ça ne m'intéresse plus du tout depuis longtemps. Après la sortie de Sword Art Online, on a vu se multiplier des clones de l'œuvre qui se répètent sans cesse avec des histoires souvent sans grand intérêt, avec principalement des persos masculins avec un harem, ou alors on suit un vieux pervers, bref. Je suis complètement saturé par ces histoires de réincarnation, etc. J'ai beau avoir testé plusieurs isekai qui titillaient un peu ma curiosité, ça ne passait généralement jamais. Et pour le cas de Zenshu, ça ne marche toujours pas avec moi, car tout dans l'œuvre est absolument cliché. Pour commencer, cet univers fantasy, bah, on l'a déjà vu 1000 fois, donc déjà, bah, l'univers, je m'en fiche totalement. Ensuite, t'as les personnages qui sont pareils, tous des clichés sur pattes. On a déjà Natsuko, le personnage principal, qui change de caractère soudainement lors de sa réincarnation. Elle passe du personnage super froid et désagréable à un moulin à paroles qui s'excite pour tout et rien. Donc déjà, j'ai eu vachement de mal au début avec ce personnage. Ensuite, t'as le personnage de Luke, qui est le chevalier beau gosse et un peu débile. Unio qui est là pour vendre des figurines. L'autarchique qui reste en retrait. T'as le personnage à un moment de Destiny qui est sexualisé comme pas possible et qui a comme seul trait de caractère d'être une grosse débile. Donc moi perso, ce genre de personnage, j'en ai marre, c'est insupportable. Ensuite, t'as les dialogues anachroniques du genre apporte-moi un téléphone. Bah, un téléphone, mais qu'est-ce que c'est? Bah, y a pas de téléphone ici. Oh là là, pitié, bah oui, t'es dans un monde fantasy, réfléchis un peu. Pareil, t'as des fameux moments assez insupportables où t'as le personnage qui sait ce qui va passer dans le futur parce qu'elle a déjà vu le film. Elle prévient tout le monde, personne la croit. Et au final, la situation a bien eu lieu. Voilà, si on connaît, c'est eu déjà vu. Enfin, il n'y a rien d'étonnant là-dedans, quoi. Puis maintenant, il y a ses pouvoirs. Ses pouvoirs, je les trouve over-cheatés. Elle peut dessiner tout ce qu'elle veut. À un moment, elle doit affronter une centaine de monstres. Du coup, bah, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dessine un robot géant de 7 mètres pour tous les battre. Et du coup, bah, il réussit. Bah oui, logique, parce que comme tu peux dessiner tout ce que tu veux, au bout d'un moment, en fait, ça enlève un petit peu ce côté réussite. Et ça peut être une bonne idée sur le papier, mais le problème, c'est que là, ça enlève vraiment toute sensation de réussite parce que bah, elle peut dessiner vraiment tout ce qu'elle veut à l'infini. On essaie quand même de lui mettre une sorte d'handicap pour pas qu'elle dessine toujours la même chose, mais bon, pour moi, c'est pas vraiment un handicap parce qu'elle peut passer d'un robot de 7 mètres à un robot de 10 mètres. Genre, c'est pas vraiment la même chose du coup. Et pour terminer, je trouve que ça mène nulle part l'histoire, car elle s'est réincarnée dans un film de plus de 2 heures, un truc comme ça. On va bien arriver à un moment où le film va se terminer et qu'elle va plus savoir prédire l'avenir, donc ça va devenir une histoire totalement classique. Donc je vois pas vraiment l'intérêt pour moi de continuer, quoi. Moi, de mon côté, je vais nuancer un peu le propos. Alors, je rejoins aussi, Cédric, sur beaucoup de choses. Sur, voilà, le scénario hyper cliché. Vous allez retrouver tous les codes que vous avez déjà vus des milliards de fois dans plein d'œuvres. Moi, je pense que Zenshu vaut quand même un certain détour pour plusieurs points. Déjà, je trouve la direction artistique excellente. Je trouve ça très, très beau. C'est hyper bien animé. Je trouve ça très joli. Ce que je trouve aussi génial, visuellement, comment c'est fait, l'apparition des dessins de notre personnage principal, je trouve que c'est hyper bien fait. En fait, ils sont dessinés un peu en mode brouillon, parce que forcément, elle n'a pas le temps de faire tous les détails. Donc, on a d'un côté un animé qui est visuellement super bien léché, et ces monstres un peu brouillons, mal dessinés, qui arrivent là-dedans. Je trouve que ça marche hyper bien visuellement, et c'est un bon divertissement là-dessus. Les scènes d'action sont super bien réussies. Et je trouve ça top. Il y a aussi un moment un match de boxe entre un ennemi et un espèce de boxeur mi-bête, mi-homme qui a été dessiné par le perso. Ça marche, visuellement ça marche, c'est hyper stylé. J'aime bien l'ADA qui a été mis dans le pouvoir. J'aime beaucoup l'idée d'avoir une espèce de what if en mode elle sait à l'avance les événements du film, mais évidemment avec son arrivée et l'impact qu'elle apporte dans le film, le cours du film forcément change. Et donc en espérant être sécurisée avec la connaissance du scénario, eh bien non, elle se laisse surprendre parce que l'univers réserve, en tout cas lui réserve, avec ces changements de scénario. Voilà, moi je trouve qu'il y a quand même du bon dans Zenshu. Je le vois vraiment comme une œuvre divertissante. Ça change de la qualité globale des isekai parce que moi, chaque fois que je regarde un isekai aujourd'hui, visuellement c'est au rabais. On a l'impression d'être en 2015 ou 2016 et qu'il n'y a eu aucune avancée technique. Là voilà, Mappa a mis le paquet sur le visuel, ça fait plaisir. Alors oui, évidemment, un animé ne se joue pas que sur le visuel, mais dans ce cas-là, là dans le cas présent avec Zenshu, il y a un vrai intérêt à aller voir ça. Après voilà, si vous êtes vraiment repoussé comme un peu Cédric avec le style isekai,
la déception que peut apporter l'œuvre en se reposant sur des clichés bien établis. Voilà, je comprends que vous passerez votre chemin, mais ayez quand même cette curiosité, au moins allez visionner l'épisode 1 pour que vous puissiez vous rendre compte du travail visuel qui a été fait sur l'œuvre. Moi, si je peux apporter un petit peu d'envie là-dessus, ce sera vraiment le gros de ma critique, je pense. Ouais, mais de toute façon, je te rejoins là-dessus sur dans les points positifs que j'avais notés sur la série, c'était ça justement. C'était justement les créatures dessinées un peu en mode brouillon. Je trouvais que la DA était vachement intéressante, donc ça, oui, j'en reconnais, c'était sympa. Et voilà, en fait, le problème que j'avais, c'est que en fait, sur les 23 minutes d'épisode, il y avait que ces 2 minutes-là que je kiffais vraiment. Du coup, c'était un peu dommage parce que du coup, j'étais en mode ouais, là, c'est bien. Et bah, ça redevient nul. Bon, bah, chiant. À Mappa, on en pense ce qu'on veut. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Mais pour le coup, je trouve que par rapport à d'autres isekai que j'ai dû voir à l'époque, c'est sûr que il relève quand même vachement le niveau par rapport aux isekai classiques qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc, oui, en soi, je suis peut-être mauvais langue parce que moi, je déteste vraiment ce genre. Mais j'invite quand même aux gens qui sont peut-être fans de isekai justement à se lancer là-dedans parce que peut-être que ça pourrait leur plaire. Mais je sais que si vous détestez vraiment isekai, ne vous tentez pas dans ce genre, quoi. Enfin, dans cet animé, ça ne sert à rien, du coup. Donc voilà, donc c'était pour ça, c'était pour Zenshu. Moi, j'ai droppé Zenshu, mais toi, Paul, tu le continues. Ouais. Pour la fin de saison, je n'en parlerai pas. Paul vous parlera du coup de la fin de la série. Ça se trouve, c'est peut-être bien. On verra. Je vous dirai ça, oui. Bref, passons au dernier drop de la saison du coup, qui est Hubelblatt. Hubelblot. Lui là. お前何者だなんだこの鍵すぐそこに七英雄が来ている Alors, Hubelblatt, un animé qui était très mystérieux hein, quand on avait découvert avec Paul. On savait pas trop où est-ce que ça nous amenait. C'était un manga qui datait de 2004. Il a daté que maintenant. On se disait, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et quand les épisodes sont sortis, je suis en mode, on était en mode, bon, bah, d'accord. c'est. D'accord, ça marche. Bah, en fait, c'est juste de la dark fantasy comme on connaît bien. Mais je pense que toi, t'as peut-être plus de choses à dire là-dessus parce que moi, j'avoue que la dark fantasy, c'est un genre pareil qui m'intéresse pas non plus des masses. J'ai pas lu Berserk, attention. Mais je sais que généralement, c'est toujours un genre que je repousse vachement aussi. Parce que c'est un genre des fois qui veut trop être dans le dark, en mode on veut choquer le plus possible pour montrer qu'on est vraiment mature, etc. Enfin, je vois vraiment encore comme ce cliché comme ça. Et le problème, c'est que cet animé, bah, je trouve qu'il est vraiment totalement dans cette ligne-là de cliché absolu, héros ultra badass, etc. Enfin, moi, ça ne marche pas du tout sur moi. Alors justement, en parlant de Dark Fantasy, alors voilà, Cédric, c'est pas trop sa tasse de thé. Pour le coup, je suis un gros adepte de la Dark Fantasy parce que j'aime beaucoup tout ce que ce genre artistique apporte. Gros fan de Berserk, gros fan de Claymore aussi. Toutes ces œuvres-là, moi, m'ont vraiment marqué et ont façonné beaucoup de mes goûts sur le manga papier en tout cas. Ce qu'on aime souvent dans la Dark Fantasy, c'est le fait qu'on peut creuser toujours plus loin dans la violence, que l'humain peut vraiment devenir sale, horrible, que ça soit dans leurs actions ou bien inversement, à quel point on peut faire souffrir les gens, à quel point on peut leur faire du mal, psychologiquement ou physiquement. Et tout ça saupoudré d'une intrigue fantasy moyenâgeuse très régulièrement dans ce genre-là. Hubelblatt, alors c'est classé Dark Fantasy, mais l'adaptation animée, je pense, n'aura que le nom parce que c'est d'un gentillet pas possible. En fait, c'est mielleux. J'ai l'impression en fait, de voir un shonen hyper classique d'un mec qui veut se venger. En fait, voilà, l'histoire, en fait, c'est juste un mec qui était dans un groupe de chevaliers à une époque, qu'on appelait les héros. Il s'est fait trahir par ses potes. Ils ont récupéré toute la gloire et lui, ils l'ont laissé à moitié pour mort. Et donc voilà, il veut se venger de ce groupe-là. Bon bah voilà, histoire déjà vue 26 000 fois. Visuellement parlant, c'est plat. On s'ennuie pas mal aussi avec les autres personnages. Les dialogues, laissez tomber. Je sais pas qui a écrit ça, c'est une catastrophe. Voilà, c'est mignon. Enfin, la violence en question, il saigne du bras. Voilà, si vous êtes à la recherche de quelque chose d'un peu qui va un peu vous transcender, faire monter un peu la pression, arriver à vous captiver, on n'y est pas du tout. Hubelblatt, voilà, on est vraiment dans les bas-fonds des mangas dark fantasy seinen. Et qui plus est, après recherche, on s'est quand même posé la question, c'est quand même bizarre, ce truc-là quand même a été élu meilleur manga, je sais plus en quelle année, avec un truc aussi petit niveau quand même. À l'époque, on faisait déjà quand même mieux dans le genre. Quelle ne fut pas notre surprise, après lecture des premiers chapitres, qu'en fait, l'animé n'adaptait absolument pas le manga
qui pour le coup, lui, le manga, est extrêmement choquant. On n'est même plus dans la curiosité morbide de voir un peu jusqu'où ça peut aller. C'est juste hyper crade, méga gore. Ça raconte rien du tout. C'est juste plein de personnages malsains qu'on a foutus, voilà, hop là, dans le même univers. C'est qui sort le plus gros des salopards, j'ai l'impression. Et en fait, c'est pas intéressant. Donc en fait, d'un côté, on a une adaptation animée qui est hyper plate, hyper mignonnet, et en plus, on comprend rien. Enfin, l'enchaînement des épisodes, des fois, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, alors que pas du tout. Et d'un côté, vous avez une œuvre papier qui est vraiment là pour vous choquer, un peu vous traumatiser, au point que ça devient presque ridicule tellement c'est grossier et mal amené. Donc voilà, Hubelblatt, on s'attendait à rien. De toute façon, on ne s'attendait à rien. On ne savait même pas de quoi ça parlait. On a juste regardé parce que, what the fuck, c'était fait longtemps, c'est adapté aujourd'hui. On n'est pas passé à côté d'une grosse masterclass, clairement. Ouais, bah t'as déjà assez bien résumé ce que je pensais aussi. Juste, je vais renfoncer le clou sur un petit détail. Comme tu l'as dit, t'as la direction artistique qui est quand même assez classique et pas très intéressante. Il y a un truc que j'ai relevé quand même, c'est que je pense que le directeur photo, il a découvert l'option saturation dans son logiciel là. T'as un combat où t'as les reflets de la lune qui passent du rouge au violet. Elles font tellement pas naturel. Tout est faux, tout fait faux. Et pire encore, les scènes de nuit où t'as ce bleu qui est ultra saturé. C'est tellement moche. Surtout qu'en comparaison, il y a Orb qui sort en ce moment. C'est tellement plus maîtrisé, donc je trouve ça assez marrant de comparer ça. Ensuite, bah, pour conclure, pour ma part, je trouve que le genre Dark Fantasy, comme je disais, ça m'intéresse pas trop, mais c'est surtout que j'ai pas encore trouvé les bonnes œuvres à lire. Tu parlais de Claymore et Berserk tout à l'heure, ça fait longtemps justement que ça m'intéresse. En vrai, je laisse ma chance à ce genre-là, mais en tout cas pour ce qui est de Hubelblatt, moi personnellement, je passe mon chemin. Et en plus, c'est un personnage qui s'appelle Pipi. Bref. Donc ça c'était pour les drops de la saison. Maintenant on va parler vraiment des animés qui sont en cours et qu'on adore beaucoup. On va commencer par le plus gros évidemment, par l'animé qu'on attendait le plus, Solo Leveling saison 2. くだらない演技はもうやめよう。ハンターランクの最新さを受け彼の魔力量がこの機器の測定上限を超えているということだ。持続的に成長可能なハンターなのか。ソンハンター Donc nous retrouvons Song qui poursuit son objectif de développer ses capacités, monter en level pour pouvoir tenter de sauver sa mère. Voilà, on rappelle, hein, c'est ça, hein, l'objectif de Song, c'est de trouver du matos pour pouvoir sauver sa mère de la maladie qu'elle a. Et la saison 2 démarre avec l'entrée de Song et d'un groupe de chasseurs dans un portail rouge. Portail rouge qui est un portail un petit peu spécial par rapport aux autres, qui va les emmener dans une zone de glace. C'est comme ça que démarre la saison 2. Et je dois dire que cette saison 2 est excellente sur plein d'aspects, que ça soit plan technique, histoire, mise en scène, les seiyuu, on ne parle pas assez, les seiyuu sont formidables dans Solo Leveling saison 2, c'est du grand divertissement absolument captivant, on nous en met tout de suite plein les yeux, là où la saison 1 avait un peu de mal à nous mettre dedans tout de suite, à essayer de nous dire regardez c'est stylé, appréciez, c'est vrai que c'était un petit peu faiblard. Là on est vraiment dans le fait de kiffer, de voir Song monter en puissance, jusqu'où il va aller, jusqu'à quel point il va devenir fort. Il y a vraiment un début d'addiction de se dire c'est kiffant de le voir monter en puissance, on adore voir ce perso être encore plus fort, battre encore plus d'ennemis, évidemment augmenter la taille de son armée. Il y a vraiment un côté kiffant, je trouve. Je sais pas toi Cédric, mais t'es en mode putain, c'est cool quoi. Trop bien, ouais. Je te rejoins totalement là-dessus. Je vais pas trop te paraphraser, mais comme je t'avais dit dans l'épisode d'avant, je suis tellement heureux du virage qu'a pris Solo Leveling. La série est vraiment passée d'un divertissement sympathique à vraiment quelque chose de vraiment prenant. Les 2 premiers épisodes sont tellement extraordinaires sur tellement d'aspects. Déjà, toute la mécanique sur la nécromancie qui est bien expliquée, bien exploitée. Il n'hésite même pas à éliminer même un chasseur à un moment pour le faire rejoindre ses rangs. Je trouve ça incroyable. Après, tout le combat contre l'elfe des neiges, pareil, je trouve qu'elle est accompagné d'une animation ultra fluide, très compréhensible. C'était incroyable à suivre. Pour dire qu'à ce moment-là, j'ai même pas pris de notes. Hein, juste, j'étais tellement absorbé par l'épisode que j'étais à fond dedans. Et à côté de ça, je suis content aussi que la série continue sur sa ligne rouge narrative qui est à la toute base de ce qui permet de sauver sa mère. Donc ça, c'est bien parce que c'est pas mis de côté. C'est toujours l'objectif principal de Jin. Car j'avais un peu peur justement que ce soit un élément qui soit un peu mis de côté juste pour faire
des enchaînements de donjons sont de véritables buts derrière. Là, il s'embarque dans un donjon de plus de 100 étages pour réunir plusieurs ingrédients pour la potion de vie. Donc ouais, j'aime beaucoup cette partie-là aussi. Et puis, pour parler un peu plus technique, le travail d'animation est vraiment réussi. Il y a vraiment des sortes de plans séquences où ça s'arrête pas, où vraiment la caméra, elle cut jamais, elle suit tout le temps le personnage de Song. Et il y a vraiment, t'es impressionné par le taf qui a été mis dessus. Super adaptation en fait du format papier. On a vraiment l'impression de voir les pages prendre vie. Ils ont vraiment compris la DA de Solo Leveling en format webtoon. Ils l'ont parfaitement adapté. Enfin, là, je suis en train, en parallèle justement, pour avoir bien les idées en tête, de relire le webtoon en même temps de visionner la saison 2. Et c'est dingue. En fait, j'ai l'impression que le webtoon a screen les épisodes de l'animé pour les mettre en format webtoon. Enfin, tellement c'est proche. Je trouve ça formidable. C'est un bel hommage au matériau de base, en fait. Bah, en plus, c'est ça que j'avais peur aussi dans saison 1, c'est que en fait, je voyais vraiment une adaptation classique, car je voyais pas vraiment d'éléments de mise en scène incroyables, alors que le webtoon, c'est compliqué à adapter hein, pour en animer, parce que comme c'est pas du tout comme un manga où tu adaptes case par case, là, faut vraiment animer toute la chorégraphie du webtoon, donc c'est vachement difficile à adapter. Et le fait qu'ils ont, comme tu dis, bah moi j'ai pas lu le webtoon, mais comme tu dis, c'est fait de façon parfaite. Moi, je suis trop content du coup qu'ils ont vraiment réussi à level up par rapport à ça. Et très content d'avoir une bonne adaptation aussi d'un manhwa qui en mérite vraiment le coup d'œil, quoi. Après, si on veut parler un peu plus écriture avec le scénario, bah voilà, on va pas se faire non plus de fausses idées. Le scénario, il est léger, voire peu existant dans les épisodes. Parce qu'en fait, l'histoire, on suit pour l'instant, en tout cas pour l'instant, on suit juste la vie de Song. Il n'y a pas de véritable fil rouge. Le fil rouge, c'est Song qui fait des raids pour sauver sa mère. Mais il n'y a pas spécialement d'enjeu pour l'instant. Il n'y a pas de tension. Tout se passe tout se passe bien entre guillemets. Alors voilà, il y a quand même des personnages qui meurent, mais des personnages plus que secondaires, tertiaires, qui sont même plutôt fonctionnels pour faire évoluer Song dans l'histoire. Voilà, c'est peut-être le point qui pourrait nous dire, bon, c'est cool, c'est kiffant, on prend plaisir à voir ça, mais où ça veut nous emmener? Est-ce que c'est juste bateau et que ça s'arrête là et voilà? Ou alors, il y a un vrai fil rouge qui va mettre en difficulté notre personnage? Parce que pour l'instant, il n'a rencontré aucune difficulté dans cette saison 2. On est à la moitié. Après, sans non plus trop spoiler, voilà, les lecteurs connaissent la suite de l'histoire. Mais ouais, pour cette saison 2 spécifiquement, c'est peut-être ce léger manque de tension et de difficulté pour Song à en arriver jusque-là. Bah, moi, tu vois, j'ai pas lu le webtoon, mais j'avoue qu'il y a un petit élément qui me fait questionner sur la suite de l'histoire, c'est qu'en fait, on voit bah, dans deux donjons, c'est par rapport à l'elfe et les ogres là, où ça arrive deux fois que en gros, t'as l'ennemi qui se met un peu à bugger. Du coup, je me dis, c'est bizarre. En fait, on dirait que ça veut commencer à se dire qu'il se passe quelque chose avec les monstres. Et rien qu'à la fin de l'épisode 6 ou 7, je crois, t'as un monstre, du coup, qui est dans le monde réel, justement. Et du coup, on rencontre deux chasseurs et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais justement, ça commence à. Bah, du coup, moi, j'ai pas lu le webtoon, toi, tu sais peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va se passer avec les monstres dans le nouveau monde, justement. Je pense qu'on va dépasser le cap où il y a un portail qui a pas été fait, un truc comme ça, ou un rang S qui est mort, un truc comme ça, et ça va déclencher une sorte de guerre entre les monstres et les chasseurs, etc. Et ça peut être vachement bien. Et ça pourrait aussi un peu plus développer l'histoire. Surtout si ça peut mettre en danger, par exemple, la mère de Jin, ça peut être vachement bien. Donc ouais, il manquerait juste tu sais, un petit truc dans l'histoire qui ferait que Jin serait en difficulté par rapport à un événement, par rapport à sa sœur, par rapport à sa mère, par rapport à ses pouvoirs qui deviennent trop puissants et du coup qui l'affectent lui personnellement. Il manquerait juste ça et je pense que vraiment ce serait vachement sympa en plus de ça parce que là on voit juste le personnage évoluer, mais il n'y a pas encore de frein vraiment à son évolution et c'est ça qui manquerait je pense encore à Solo Leveling. Mais encore une fois, c'est génial Solo Leveling, il n'y a pas à dire quoi. Les bugs, tu vois c'est quoi toi du coup? Oui, c'est quand tu parles des moments où les personnages ils glitchent en mode ils n'arrivent pas à parler. Ouais, ouais, Ah ouais, ouais, t'inquiète. tu sais c'est quoi hein? Ah, putain. Ah bah oui, moi je sais tout. Moi, Ah là là. je sais aussi comment se termine l'œuvre, hein. Ah, bah, je théorise, laisse-moi tranquille. Mais bon, parenthèse, Cédric, je sais qu'à lire, c'est hyper addictif, hein. Genre, je suis en train de relire, je trouve ça hyper addictif. Mais la façon où le format est fait, de toute façon, je le trouve génial. De toute façon, le format vertical comme ça, où tu défiles et tu vois les cases s'enchaîner et tout, moi je trouve ça génial. Mais
Je sens que je vais devenir totalement zinzin si je commence à lire. Je vais tout lire en une soirée. Mais je pense qu'après la saison 2, je pense que ça va un peu me frustrer de ne pas voir la suite. Et je pense que je vais lire Webtoon, hein. Du coup, voilà, ça c'était pour Solo Leveling saison 2. Donc, on aime énormément la série. Donc, on passe à la suite. On enchaîne avec l'autre grosse sortie de cette saison qui est Sakamoto Days. 坂本君こいつら全員皆殺しだ大切な人を守るために使うと決めたんだそれが今の俺の強さだ Le fameux Sakamoto Days qui a enfin le droit à son adaptation en 2025, disponible sur Netflix. Alors, de quoi nous parle Sakamoto Days? Nous suivons Sakamoto, un ancien tueur à gages qui a marqué le milieu, qui était le meilleur dans son domaine, qui a fait trembler tous les tueurs à gages du monde. Et il décide finalement de prendre sa retraite pour vivre une vie de famille très classique, avec voilà, sa femme, sa fille, et en tenant à côté de ça une petite supérette pour avoir des revenus à côté de ça. Et en fait, on suit le quotidien de ce tueur en série qui a pris un peu de poids au passage, hein. Il est devenu un petit peu enrobé et qui essaye tant bien que mal de tenir sa vie de famille. Mais malheureusement, ce calme va être dérangé puisque le gang auquel Sakamoto appartenait considère que non, on ne quitte pas le clan comme ça, on ne quitte jamais le clan, sinon c'est la mort. Et c'est tout l'histoire en fait de Sakamoto Days. Et là, ces premiers épisodes que nous avons pu visionner, un petit peu à l'instar des animés fleuves des années 2000, c'est plein de petites histoires qui sont un petit peu connectées entre elles, mais pas tant que ça, où c'est plusieurs sous-intrigues qui viennent un peu casser le quotidien de Sakamoto et sa petite famille, qui se feront épauler par Shin, un ancien collègue de travail de Sakamoto. Et voilà, en fait, il y a vraiment une vibes, je trouve, dans la façon d'écrire l'histoire, de comment ça menait. Très années 2000, en fait, ça me rappelle un peu Bleach, les tout débuts, ou Gintama. Ces enchaînements de péripéties, pas spécialement, qui sont pas mis dans des grands arcs narratifs hyper complets. C'est voilà, c'est un peu de comique, de comique de répétition, des scènes de combat un petit peu drôle, un peu loufoque. Et voilà, en fait, il y a vraiment un côté bonne vibes, simple, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un animé comme ça, en fait. Ouais, moi je te rejoins totalement là-dessus, hein. Je trouve pas que Sakamoto c'est le fameux chef-d'œuvre que tout le monde parlait, etc. Non, je trouve que comme tu dis, c'est très conforme à ce que j'attendais en fait. C'est pas horrible, c'est pas incroyable, c'est vraiment très sympathique. Il y a un travail d'animation que je trouve très beau sur tu sais, le dessin des personnages qui est un crayon très appuyé, je trouve. Du coup, ça ressort vraiment bien le personnage manga. Et ça, j'aime énormément. Pareil, pour le côté animation, je trouve que les mouvements, ils sont très corrects par rapport à ce que les gens disaient sur les réseaux. Comme quoi, c'était une très mauvaise animation. Je suis pas du tout d'accord. Je trouve que ça, c'est plutôt fluide. La fameuse balle qui traverse le chewing-gum, là, que tout le monde critiquait, je la trouve vraiment très réussie. Il y a juste le sang, tu sais, quand ils se font découper. Et à un moment, il y a un personnage qui se fait découper la tête. Bon, je trouve que ça fait très toc. Ça fait un peu bizarre. Il n'y a pas non plus des chorégraphies de fou sur les combats, mais je trouve que encore une fois, ça se tient. Notamment dans le combat là, dans l'espèce de manoir hanté, je crois. Je trouve que c'est des combats contre le Sakamoto maigre là et le méchant là, je sais plus comment il s'appelle. Il est vachement bien, vachement efficace. J'ai beaucoup aimé. On pourrait dire que ouais, ça mérite peut-être un meilleur directeur photo, meilleur directeur artistique, etc. sur l'animation pour rendre justice au manga, mais en gros, il y a beaucoup de gens qui voulaient un style comme JJK saison 2 par exemple. Bah, du coup, je connais pas la suite encore une fois de Sakamoto, mais je pense que c'est pas un animé qui mérite d'avoir une animation aussi exceptionnelle qu'un JJK saison 2. Après, peut-être sur la fluidité des combats, à la limite peut-être, mais je trouve que en tout cas, ça n'a pas vraiment cette prétention d'être un animé qui mérite une animation extraordinaire non plus. Puis encore une fois, on est qu'à la saison 1, on ne sait pas, peut-être se trouve ça va être comme Chainsaw Man. Beaucoup avaient critiqué justement le fait que bah, le réalisateur il voulait beaucoup de mouvements réalistes, etc. Du coup, c'était un peu compliqué visuellement Chainsaw Man. Et au final, bah, le prochain film Chainsaw Man qui va sortir, c'est pas du tout le même style d'artistique qu'il y avait dans saison 1. Donc en fait, ça peut peut-être changer s'il y a une saison 2 de Sakamoto Day. Peut-être qu'il y aura une meilleure chorégraphie de combat, etc. Mais je trouve que en vrai de vrai, à partir de ce qu'on a déjà sur le matériau de base, c'est quand même vachement efficace. C'est très sympa à suivre aussi. Après, c'est vraiment pour l'instant que des enchaînements de tueurs. C'est un épisode, un tueur, un épisode, un tueur. Mais comme tu dis, ça fait vraiment un peu animé vibe années 2000. Enfin, qui est pas trop casse-tête, qui est sympa à suivre. Et moi, franchement, je regarde ça tous les samedis après. Mais
Et voilà, je suis content à chaque fois de la conclusion de l'épisode. Je sais pas, j'aime bien même les persos, ils sont vachement cool, vachement intéressants. À part peut-être Shin, j'ai comme un peu de mal encore avec lui, notamment son pouvoir que je trouve un peu cheaté. Le fait qu'il peut savoir ce que pensent les gens. Mais bon, des fois c'est vraiment en mode haha, je suis assez haut pour le tuer, il pourra jamais me voir. Ouais, c'est bon. En fait, j'aurais bien voulu plutôt un sixième sens en mode Spider-Man, ça aurait été peut-être plus intéressant sur ce niveau-là. Mais ouais, sinon, j'aime beaucoup les personnages. Ils sont vraiment très attachants. J'aime énormément. Donc voilà, donc pour l'instant, l'histoire enchaîne quelques petites péripéties. On nous a introduit l'ordre, donc il y a quelques épisodes, donc je pense qu'ils vont avoir une certaine incidence par la suite. Mais du coup, comme toi, Paul, comme tu as lu le manga, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? En fait, exactement comme Bleach, tu verras, pour l'instant, c'est des enchaînements de petites péripéties un petit peu filler, entre guillemets, mais pour mieux introduire un big arc. C'est comme dans Bleach, en fait, où au début, on découvre un peu, en fait, tout est là pour présenter bien comme il faut les pouvoirs de chacun, pour ensuite lancer un gros arc, comme dans Bleach avec la Soul Society, qui est un super arc, et pareil, il va y avoir un super arc qui commencera bien plus tard dans Sakamoto. Mais voilà, quoi. Donc voilà, donc on vous conseille Sakamoto Days, c'est très très sympa à regarder. Et on enchaîne avec Dr. Stone, saison 4. 始めるぞ俺たち科学王国の総力を結集した反撃を一気に攻め込んでやんぜ俺の作った科学でな見せてあげようじゃないか Donc après les événements des 3 saisons, on retrouve à nouveau Senku avec tout son équipage qui partent en direction de l'Amérique pour obtenir du maïs, qui est un élément primordial pour la potion de dépét... Ah putain, c'est ça que j'avais loupé. De dépét... de dépét... Ah, De dépétrification. de dépétrification. Et sur leur chemin, ils vont découvrir le fameux Wineman. Alors, avant de parler de la saison, j'aimerais d'abord qu'on fasse un petit détour sur l'opening de Dr. Stone, qui je trouve est absolument merveilleux. Comme j'avais dit dans l'épisode 1, c'est fait par le groupe de Ali, qui est un de mes groupes préférés. L'opening, il est tout aussi extraordinaire. Il est parfait. Quand il y a la trompette, de toute façon, c'est simple. Moi, je kiffe directement l'opening. Vraiment, ce jeu de lumière à chaque fois avec les projecteurs sur les personnages et tout. Je trouve ça génial. Il y a quand même ce côté un peu étrange à un moment avec les personnages en 3D qui dansent. Mais en vrai, ça passe. Il y a un truc que j'ai remarqué avec cet opening qui pose déjà mon premier problème que j'ai avec cette saison 4. C'est qu'il y a trop de personnages maintenant dans cette série. Je suis d'accord sur le fait que chaque personnage accompagne Senku dans leur aventure. Chaque personnage est une fonction dans l'équipage. Chaque personnage est utile. Il n'est pas là juste pour faire décor. Quoique, il y en a quelques-uns, on pourrait s'en passer. Mais il y a trop de personnages maintenant. Genre, je ne sais plus du tout maintenant d'où viennent certains personnages. Genre, le personnage de François, le gars avec la mèche blonde. Enfin, je vois très bien à quel moment ils ont intervenu dans l'histoire. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est trop... Ils sont tous trop là. Ils sont tous obligés d'avoir au moins une réplique à chaque épisode. Du coup, par moment, ça fait vraiment de trop. Dr. Stone, ça va faire maintenant depuis 2019 que je regarde ça. Ça fait 6 ans maintenant que je suis à la série. Donc quand la saison 4 commence, je suis en mode waouh, c'est qui lui déjà? C'est qui déjà ça? Oh là là. J'ai totalement perdu et j'avais limite besoin d'une page wiki à côté pour savoir qui était qui. Mais bon, si on doit revenir sur l'histoire maintenant, bah déjà je trouve qu'au début c'était un peu mou du genou avec les 2 premiers épisodes où c'était l'épisode du poker et du cocktail. C'était des épisodes vraiment good mood, mais c'était pas les plus foufous narrativement. Mais ensuite, on arrive en Amérique et puis là, ça s'accélère un peu plus. Déjà, ils trouvent du maïs au bout de quelques minutes, ce qui est arrivé du coup au fameux laboratoire du docteur Xeno. Un nouvel antagoniste du coup qui nous est présenté ici. Et ça m'a l'air d'être un très très bon méchant qu'on va voir là. Parce que là, on va vraiment avoir un vrai affrontement entre 2 scientifiques. Et ça, pour le coup, ça va vraiment être chouette à suivre. En fait, voilà, je pense que oui, il y a on calque un peu le personnage le perso de Dr. Xeno sur Senku parce qu'on veut en faire son opposé véritable. Ils ont des similarités, mais ils n'ont pas fait le choix du même développement scientifique. C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est bien. Vers quelle branche ces deux génies, ces 2 cerveaux, se sont orientés pour redévelopper la société, en fait. C'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve. Je reviens juste sur un point que tu as pu dire, Cédric, que sur le trop-plein de personnages. Alors, c'est vrai que quand t'es pas régulièrement au contact de l'œuvre, c'est vrai que tu peux te dire, wow, la flopée de perso. Moi, je trouve que on est dans l'arc final,
Senku, il a réussi le pari de rassembler tout le monde autour de sa cause. Je trouve ça normal qu'il y ait autant de monde aujourd'hui derrière lui. Et puis c'est nécessaire pour le bon déroulement de l'histoire. Il a besoin aujourd'hui d'être entouré de tous les gens qui ont participé à la construction du royaume de la science pour faire face à cet autre scientifique, le docteur Xeno. En fait, oui, c'est peut-être problématique, mais c'est nécessaire au bon déroulement de l'histoire, je pense. Et qu'il n'y a pas d'autre solution si on veut rester cohérent. Parce que si jamais la moitié de l'équipage était restée autre part, comment il aurait pu les aider sur l'instant T? Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais je comprends complètement qu'on puisse s'y perdre entre tous les persos, de dire attends, toi tu fais quoi déjà? Attends, mais toi t'es là depuis combien de temps en fait? Enfin, je peux comprendre complètement qu'on soit un petit peu perdu. Pour revenir à un avis plus large, moi je trouve que ce début de saison est assez efficace parce que c'est vrai qu'on a vraiment vu Senku enchaîner les victoires, et même quand on pensait que c'était compliqué, il était là, il était sûr de lui que ça allait fonctionner. Je pense notamment au arc précédent de la saison 3 où malgré l'adversité des précédents antagonistes, Senku a toujours su rebondir de manière efficace. Là, je pense que face au docteur Xeno, qui est la première fois que Senku va s'opposer à un autre véritable scientifique, on va vraiment découvrir le perso mis en difficulté, qui va être poussé dans ses derniers retranchements. On le voit déjà, ils sont déjà en position de faiblesse. Ils ont très peu d'occasions de reprendre l'ascendant. Docteur Xeno le poursuit ses projets. Et il les regarde presque un petit peu en mode hey, pas mal, t'arrives presque à faire aussi bien que moi. Et voilà, il y a une vraie inversion des rapports de force dans cette saison finale. Et donc ça va être hyper intéressant de voir comment chaque personnage va apporter une partie de la solution sur la victoire du royaume de la science. Donc voilà, après on est vraiment, je pense, au début de l'arc, on n'a pas encore vu grand chose. Mais voilà, moi j'ai pas lu le manga et je pense qu'on va avoir de belles révélations, et ça va vraiment être grandiose, je pense. Au vu de l'ambiance, du ton qu'on vient poser, de toute l'atmosphère globale de ce début d'arc final, je pense vraiment qu'on va avoir quelque chose de très fort dans les semaines à venir. Donc voilà, donc c'était notre avis sur Dr. Stone saison 4. On attend de voir ce que ça donne, et on passe à l'animé surprise de cette saison, Mentalist. 見たことある。去年初出場の全日本ノービス B で優勝した上崎ひかるちゃんだ。仲良くしよう。 Donc, Mentalist, de quoi ça parle? Nous suivons Inori, une jeune fille qui rêve de faire du patinage artistique et qui se voit trouver une occasion de réaliser sa passion en rencontrant Tsukasa, qui est un ancien patineur artistique pro qui a pris sa retraite en devenant coach. Et on suit en fait cet entraîneur qui veut absolument pousser Inori à atteindre le top du patinage artistique. Et que dire sur Mentalist, à part que c'est la véritable surprise de cette saison. J'adore les œuvres qui arrivent à me donner une passion pour quelque chose qui de base ne m'intéresse pas spécialement. Je trouve ça fou d'arriver à donner envie de faire une activité ou de découvrir une passion sans qu'on n'y soit jamais confronté. Et là, dans le cas présent, c'est le patinage artistique. Moi, je trouve on a vraiment envie de s'y intéresser. On est investi par le sport en question. Déjà, ça, énorme point fort. Et puis, c'est d'une beauté en termes d'émotion. On ressent chaque petite victoire, chaque réussite des persos. On est tellement heureux pour eux, pour chaque réussite de palier dans la réussite d'une posture dans la danse, quand ils gagnent un tournoi, quand ils arrivent à faire un certain score, quand ils arrivent à convaincre un tel perso de laisser l'occasion à Inori de faire du patinage. Enfin, on ressent toute la joie de vivre dans cette œuvre. Et surtout avec Inori, qui exprime beaucoup d'émotions très variées, que ce soit de la tristesse, de la joie, de la gêne, de la timidité. C'est extrêmement bien retranscrit. Énorme big up au passage du travail de la seiyuu Natsumi Aruse, qui a fait un travail formidable avec Inori. C'est juste dingue. Et Mentalist, c'est clairement l'œuvre à pas louper cette saison. Ça, c'est clair et net. Ah ouais, bah moi je suis très d'accord avec toi. C'est une énorme surprise pour le coup, Mentalist. Surtout qu'à la base, en plus, encore une fois, c'est un animé de patinage artistique. Moi, le patinage artistique, c'est pas du tout un domaine qui, à la base, m'intéresse forcément. En plus, dès les premiers épisodes, en plus, il t'explique vraiment les techniques de patinage, etc.
Et ça m'intéresse vraiment pour le coup, alors qu'à la base, je m'en fichais totalement. L'aspect un peu émotionnel aussi de l'histoire qui me fait que je rentre dedans. J'aime énormément la relation mère-fille aussi qui est retransmise dans l'œuvre. Je la trouve très très jolie. Le fait que la mère, elle tient beaucoup à sa fille, du coup, elle n'ose pas l'inscrire à la patinoire parce que sa sœur a eu une chute à l'époque. Du coup, en fait, on retrouve une mère très protectrice. Et le fait que, du coup, c'est la gamine qui vient, enfin, Inori, pardon. C'est Inori qui vient dire à sa mère que elle veut se mettre en danger, elle veut faire sa passion parce que c'est le seul moyen pour elle de s'amuser, de se libérer de son côté un peu insociable, etc. C'est beau, en fait. Je trouve que cet anime est vraiment très, très beau. Je pensais pas avoir autant d'émotions pour des personnages comme ça parce que, enfin, sur le papier, c'était pas non plus des personnages qui allaient me toucher en plein cœur et je trouve ça mais d'une beauté mais fabuleuse quoi. C'est très très beau. Même du coup le personnage de Tsukasa qui se rêve du coup de devenir un champion olympique, je crois un truc comme ça, qui a échoué et qui, du coup qui veut donner vraiment toute cette passion qu'il avait à Inori, l'aider limite quand elle a du mal à patiner, limite l'accompagner, l'aider sur les tours qu'elle fait, etc. Je trouve ça mais pareil, je trouve que c'est très bien foutu. En fait, les relations entre les personnages, dans tous les cas, généralement, ils sont très bien foutus. J'aime beaucoup, beaucoup comment ils sont écrits, notamment. Et ce que j'aime énormément aussi dans cet animé, c'est du coup tous les passages du coup de patinoire, enfin tous les moments de compétition, on va dire. Parce que du coup, il y a plusieurs compétitions. Ben, là, pour l'instant, on a juste eu la coupe Meiko, qui du coup la coupe pour les niveaux débutants, etc. Donc, elle y participe. On a vraiment une 3D qui est super clean pour le coup. C'est assez rare en vrai de voir des 3D qui vaut vraiment le coup dans l'animation japonaise. Enfin, il y en a des très très belles, hein, je dis pas, mais généralement, c'est quand même pas les plus beaux moments d'animation, on va dire. Et là, je trouve que c'est parfait. Et en plus, j'y pensais, mais en fait, le fait de faire une œuvre sur le patinage artistique, je trouve que justement, l'animation, ça apporte quelque chose de beau. Parce que la caméra, elle suit littéralement la patineuse. On voit tous ses mouvements se faire, on voit vraiment les réactions de public au loin, les lumières qui la suivent et tout. Enfin, je trouve que c'est le format parfait pour adapter ce genre d'œuvre. Je pense que c'est vraiment un genre qui est fait pour l'animation parce que je trouve que ça rend extrêmement bien et c'est très très beau quoi. Franchement, je trouve ça magnifique. Énorme big up à la scène où la rivale entre guillemets de Inori, Hikaru, fait sa prestation pour la compétition là. Énorme travail de mise en scène sur fond de danse funèbre de Camille Saint-Saëns. C'est une scène magique qui ne vous laissera pas indifférent, qui va vous transporter dans toute la complexité de ce sport. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Eh ouais, mais je suis totalement d'accord. J'étais vraiment bluffé, premier degré, sur ce que je voyais. J'ai vraiment l'impression de voir une vraie performance. Tu ne serais pas étonné que l'autrice ou l'auteur, peu importe, C'est ait vraiment calqué la prestation de de Hikaru sur une véritable patineuse. Je pense qu'il a dû observer pendant très longtemps des vraies patineuses débutantes ou même novices, hein, comme on peut voir avec justement sa Hikaru. Et je trouve que c'est tellement bien retranscrit, je trouve. Donc c'est magnifique. Et tu vois, on parlait tout à l'heure du studio Go Hunt. Je pense que pour le coup, Go Hunt aurait peut-être pu réussir à faire quelque chose de beau justement avec ces scènes-là aussi. Je pense. Comme ça joue très avec le côté 3D, etc. Là, je pense qu'ils avaient moyen de s'amuser vraiment avec une caméra et le faire vraiment bien. Je pense. On n'a pas parlé parce qu'on ne parle que de la meilleure. Mais même la séquence où c'est Inori qui patine, ou même quand c'est sa pote un peu gênante là, qui a une tête de chat. Là. Et la facho, là, ouais. Oui. Ouais. Même quand c'est Miketa, c'était même si elle a foiré, tu vois, c'était cool. Et puis t'étais mal pour elle parce qu'elle foirait en fait. Oui, c'est ça. Et puis, genre, ce moment où elle fait un câlin dans le public, tu sais, elle fait un câlin à Inori, là, elle bouge plus. Ça m'a fond. C'était en mode, oh, c'est trop mignon. On aime énormément Mendalis, donc on vous conseille fortement d'aller regarder ça parce que c'est magnifique, c'est très très beau. Et on enchaîne avec Onei Lemon Soda. 初めて会うとても綺麗な男の子おはよよくできました。 Donc nous suivons Uka Ishimori, qui est une jeune collégienne qui a dû changer d'établissement parce qu'elle se faisait harceler de par son caractère extrêmement réservé que les autres n'acceptaient pas. Donc elle a changé d'établissement et elle s'est retrouvée dans un lycée un peu populaire avec une grande masse de population très différente, très variée. Et elle va faire la rencontre de Kai Miura, qui est un jeune homme extrêmement charismatique et qui va un petit peu la prendre sous son aile pour essayer de la faire un peu s'émanciper à l'école, mais aussi un petit peu dans la vie. Onei Lemon Soda, c'est
une petite histoire qui, à première vue, ne paye pas trop de mine, mais qui, quand même, vous réserve pas mal de petites choses intéressantes. Déjà, tout le travail autour de Ishimori, qui cherche à vraiment faire des efforts, mais qui n'arrête pas de se rabaisser parce qu'elle n'a pas de confiance en elle, c'est vraiment mis en avant dans l'œuvre, et c'est un petit peu ce qui va constamment freiner le personnage. Et on insiste vraiment sur ce problème que Ishimori a à partager vraiment son point de vue et à s'intégrer. Là où Kai, qui est extrêmement décomplexé, justement, voire trop par rapport aux autres, va venir contrebalancer cette chose-là. Et en fait, ces deux façons d'être, d'un côté, être très peu à l'aise, pas confiance en soi, et une ultra confiance en soi à côté, en fait, ça crée un juste milieu. Ils se complètent tous les deux là-dessus. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un début de relation un peu amoureuse entre les deux. L'un et l'autre est attiré par ce côté dingue qu'ils ressentent un à l'autre. D'un côté, Kai qui trouve ça fou qu'elle se rejette autant, d'un côté, Ishimori qui trouve ça fou qu'un personnage peut être aussi confiant. Et donc, en fait, ce duo va vivre en fait à travers un collège avec, un lycée, avec plein de personnages de caractères différents, et Ishimori va devoir faire face à tous ces caractères un peu variés. Moi, j'aime bien. C'est simple. Il y a pas mal de petits clichés habituels, genre chaque personnage un peu représente un caractère. Chaque perso a fait un peu les blagues qu'on a déjà entendues dans pas mal d'œuvres. Mais ça passe bien parce que tout est plutôt bien centré en fait sur le perso d'Ishimori, où il n'y a pas de sous-intrigue un peu inutile qui est développée. On est vraiment centré que sur la pensée d'Ishimori. On ne sait pas vraiment ce que pensent les autres persos de Ishimori. On n'entend jamais les pensées, où il n'y a pas de sous-intrigue là-dessus. On est vraiment centré sur Ishimori. Et en fait, c'est bien parce que ça permet vraiment de comprendre la psychologie du personnage. Et il y a un point d'honneur qui a été mis là-dessus. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça plutôt bien fait dans ce sens du scénario. Je sais pas toi, Cédric, ce que tu en penses, mais... ouais. Moi, ouais, je suis un peu plus biaisé, hein, on va dire, sur l'œuvre, hein. Je trouve que c'est une romance quand même assez classique. Il n'y a pas vraiment, je trouve, de développement qui est fait sur le personnage de Ishimori, par exemple. Il n'y a pas d'explication vraiment sur le pourquoi de sa timidité. Pourquoi aussi les harceleurs, ils harcèlent. Est-ce qu'il y a vraiment un facteur de jalousie ou de recherche de pouvoir dessus? Enfin, c'est assez simple, pareil. Pas que c'est une histoire qui va être pertinente sur la suite. Genre, c'est très... Je suis d'accord avec toi, hein, c'est un bon juste milieu entre les deux personnages de Ishimori et de Miura, mais je trouve pas que c'est un couple de personnages qui est vraiment intéressant à suivre, en tout cas pour ma part, hein, évidemment, ça peut plaire à pas mal de gens, je pense. Et en tout cas, pour moi, c'est pas vraiment l'amour fou que je retrouve dans ces personnages. Et je trouve que même l'histoire, elle avance quand même très lentement. C'est limite des fois un peu frustrant le fait que ça avance pas plus que ça, notamment sur tout l'épisode de la forêt, qui je trouve n'aboutit à rien. Genre, ils se baladent en forêt, ils se font guider par Ishimori, il y a deux chemins, ils prennent pas le bon. Et du coup, bah, elle panique. T'as t'as Miura qui le rattrape et qui lui fait un câlin pour la calmer. Après, ça me tue parce que t'as Ishimori qui qui le pousse et qui fait: Ah, j'ai reconnu le pont! Genre, à quel moment tu le pousses? Genre, en mode dégage! Ça m'a tué. Et en gros voilà, après, on va sous un pont parce qu'il pleut. Fin de la scène, on repasse à l'école. Genre, ça a servi à quoi tout ça? Genre, en fait, le visionnage de l'anime est très biaisé. Du coup, j'avoue que je suis pas non plus très intéressé par tout ça, quoi. T'as dit une chose intéressante à un moment, t'as dit on sait pas trop pourquoi les nanas harcelaient Ishimori dans son ancien Oui, collège. oui, à un moment, oui, il y a une gamine oui, il y en a une qui se démarque un peu plus parce que c'est l'ex de l'autre, ouais. En fait, même sans parler de ça, c'est intéressant parce que en fait, tu te demandes pourquoi ils harcèlent. Mais en fait, même dans la vraie vie, quand des gens subissent du harcèlement, il n'y a pas toujours une raison de pourquoi quelqu'un est harcelé. Ishimori est harcelée parce qu'elle n'est pas dans le moule de la société aujourd'hui. Elle n'est pas comme les autres. Et du coup, comme elle est différente, ce simple fait qu'elle soit socialement différente des autres fait qu'elle n'est pas acceptée par les autres. Le collège, c'est un lieu qui peut être vraiment dur parce qu'on découvre le poids des mots, la violence psychologique, la violence physique, parce qu'on est simplement différent. Je ne vais pas compter le nombre de personnes qui se font harceler parce qu'ils sont un peu plus gros que les autres, qui sont un peu plus grands, un peu plus petits. Tu vois, en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de donner une justification de pourquoi Ishimori est harcelée à son collège. Elle a un caractère différent et c'est triste, mais c'est ce qui fait la violence du harcèlement aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois perso. Eh ben non, mais oui, du coup, t'as totalement raison parce que j'ai pas du tout perçu comme ça parce que moi je vois vraiment comme une histoire en mode
y a forcément un développement et tout qui va se faire. Mais en fait, non, t'as raison. En fait, ça montre juste que bah, c'est vrai que dans la vraie vie, il y a beaucoup de gens qui sont forcés pour vraiment aucune raison, hein. C'est juste parce que t'es pas comme nous. Bah, on va te faire les pires crasses parce que c'est marrant et comme ça, t'es notre défouloir et c'est drôle, quoi. Et voir du coup bah, ses amis la défendre et l'aider, etc. Bah, justement, c'est très positif et je trouve que l'animé est très sympa sur ce côté-là, quoi. Donc, oui, non. Pour le coup, oui, ça, je suis d'accord avec toi, oui. Et pareil, tu vois, et même chose, toutes les petites actions en fait, qui va se passer pour que Ishimori se sente mieux. Pour nous, ça peut être anodin, mais en fait, pour le personnage, c'est hyper utile. Quand elle retrouve le chemin en forêt, elle permet de retrouver un lieu pour pouvoir sortir de la situation un peu difficile. C'est qu'elle a pris, grâce à Miura qui l'a poussée, elle a pu prendre les devants, mettre à contribution ses capacités de mémorisation et retrouver l'endroit. Donc, prise de confiance en elle, découverte qu'elle est capable de faire des choses bien aussi avec son caractère. En fait, voilà, c'est plein de petites choses. Et je trouve que le fait que ça soit vraiment centré que sur ça et qu'il n'y ait pas de intrigues et que ça soit vraiment que Ishimori, bah, je trouve ça très cool. Après, voilà, je sais que ça plaira pas à tout le monde, qu'on pourrait trouver ça un peu boring à certains moments. Moi, je me laisse vraiment porter par cette petite histoire qui ne paye pas de mine, mais qui ne me laisse pas en tout cas anodin personnellement, parce qu'il y a quand même des petits détails où je trouve, c'est intelligent, c'est malin, c'est bien fait, je continue. Voilà, moi c'est comme ça qu'en tout cas que je perçois l'œuvre. Ah, mais je suis d'accord avec toi, hein. En fait, c'est vrai que maintenant que tu me le dis comme ça, c'est vrai que ça paraît logique du coup de son action qu'elle a fait dans la forêt. Mais je l'ai pas ressenti sur le moment parce que, bah, encore une fois, je pense que l'histoire ne m'intéresse pas plus que ça, je pense. Du coup, en fait, même les détails qui peuvent paraître utiles à l'avancée de l'histoire, bah, j'en prends pas forcément compte parce que bah, je pense que j'ai pas ce recul vraiment sur une histoire qui de base m'intéressait pas tant que ça, quoi. Mais du coup, maintenant que tu le dis, je suis en mode, ah oui, c'est vrai que bah, du coup, c'est malin d'avoir fait ça, ouais, du coup. Donc voilà, donc c'était notre avis sur Honey Lemon Soda. Donc on est un peu partagé, mais on vous laisse le coup d'œil. Ça peut être assez sympa à regarder si jamais vous êtes fan un peu de romance. Bref, on passe à Flower and Asura. 小さな谷川の底を映した2枚の青い幻灯です。2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。クラムボンは笑ったよ。 Donc, Flower and Ashura, on suit Anna, qui est en fait une jeune fille passionnée de lecture, et précisément de lecture à l'oral, le fait de raconter des histoires à des gens. Donc voilà, tout le principe de fait de mettre un ton, une ponctuation bien particulière, et surtout bah, voilà, de parler avec un auditoire tout en racontant des histoires. Voilà. C'est grosso merdo le synopsis de Flower and Ashura. C'est une petite surprise pour plusieurs aspects. Bon déjà, que ce soit Cédric ou moi, on ne connaissait rien à ce métier-là. Le fait de raconter des choses à l'oral, tout le travail autour de la lecture, de mettre du ton, une ponctuation, de insuffler des émotions comme ça à l'oral en lisant. Enfin voilà, tout ce truc-là, on a vraiment découvert et je trouve que l'animé prend vraiment le temps de bien t'expliquer tous les tenants et aboutissants de ce job. Limite, on te prend un peu par la main, mais c'est peut-être pas plus mal parce que comme on n'y connaît qu'à nous vraiment rien, ça nous a permis de vraiment bien comprendre qu'est-ce que veut nous raconter Flower and Ashura. Donc c'est vrai que l'histoire n'a pas spécialement démarré pour l'instant. On est encore vraiment sur la base, sur en quoi consiste tout ce métier-là. Et le petit fil rouge qu'il y a avec ça, c'est que Anna, en fait, dans son nouvel établissement, va rejoindre le club une sorte de club de lecture, le club de la radio, il me semble que ça s'appelle comme ça, oui, club radio, qui est une sorte de club lecture, en fait. Et elle va rencontrer d'autres personnes qui sont passionnées par ce milieu-là, mais qui n'ont pas la même spécialisation au sein du métier. Parce qu'en fait, dans ce job-là, vous avez des spécialités. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez large. Et heureusement que l'animé prend le temps de bien nous expliquer qui fait quoi, quelle est la différence entre chaque élément. Donc voilà, c'est super intéressant. Et puis, en plus de ce côté très pédagogique, il y a une mise en scène que je trouve vraiment top. Je pense, quand je dis ça, en fait, je pense surtout à l'épisode 2. En fait, les personnages vont apprendre à se présenter à l'un et à l'autre dans le club. Et en fait, ils tournent ça en mode un personnage, par exemple... c'est Tuga qui est un membre du club qui va présenter le perso principal Anna. Chaque personnage en fait apprend à rédiger de manière un peu artistique la personne. C'est un peu compliqué d'expliquer parce que c'est un métier qui est pas simple, mais c'est vraiment, moi je trouve ça passionnant parce que c'est bien fait et puis voilà.
Ayano Takeda avait déjà réalisé un travail formidable sur Euphorium, sur le plan de la musique. Et là, cette fois, c'est vraiment sur ce métier de lecteur pour auditoire. Il y a vraiment un super taf de découverte, en fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Déjà pour moi aussi, ça a été une très belle surprise pour le coup. Je trouve qu'il y a une belle approche aussi du métier, comme tu disais, qui est fait. Et c'est comme pour Medalist, hein, j'étais pas au courant de ce que c'était vraiment ce genre de métier, quoi. Ouais, voilà, tout simplement, de métier. Et je trouve que c'est vachement, du coup, intéressant, du coup, à découvrir. Et encore une fois, comme tu disais, c'est moi, l'animé, pareil, en fait, je suis en train d'apprendre vraiment la base de ce que c'est. Du coup, c'est assez compliqué de donner vraiment un avis très pertinent dessus parce que comme tu disais, en fait, l'animé nous tend la main vraiment sur ce que l'histoire veut nous raconter. Et moi, je suis encore à essayer de découvrir ce qu'on essaie de me raconter. Parce que du coup, c'est un récit enfin, une histoire en tout cas que j'ai dû des fois faire des retours en arrière parce que je comprenais pas certains détails de l'histoire. Et même si enfin, l'histoire est vachement bien, mais j'ai vraiment du mal encore à rentrer vraiment dedans. Même si ce qu'on me raconte, c'est vraiment génial. Notamment, esthétiquement, la mise en scène justement sur les récits des poèmes aussi, dans l'épisode 1 notamment, sur la plage, je trouve magnifique. Et aussi sur la présentation des persos. En fait, au moment où il y a les récitations de poèmes, je trouve que c'est merveilleux. Et du coup, voilà, donc je suis vraiment l'histoire encore avec un œil enfin, un peu non connaisseur. Du coup, j'essaie d'apprendre en même temps que l'histoire évolue, voir si l'histoire me plaît vraiment. Parce que je suis vraiment bluffé déjà par l'approche que ça me tend. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je pense que là où on veut en venir, c'est qu'on attend, à mon avis, qu'un vrai fil rouge démarre, que le scénario, voilà, vous avez compris de quoi on parlait, maintenant l'histoire. Je pense, un petit peu ce qu'on va attendre maintenant de l'œuvre. Il y avait juste un truc que j'ai relevé qui est pas, ce qui est pas vraiment un souci, c'est plus un souci qui me concerne moi. Je pense que Paul, tu seras pas d'accord avec moi. Mais moi, c'est au niveau des seiyuu. On parle vraiment justement d'un métier où justement la poésie est vraiment mise en avant et qu'on nous récite vraiment, vraiment un récit magnifique. Mais je trouve que il manque ce truc au niveau des seiyuu qui est pas non plus très impactant. Je trouve pas que le seiyuu, en tout cas, ne me donne pas en tout cas cet aspect un peu, comment dire, j'arrive pas à me transporter dans son poème, quoi, en fait. Il a fait du très bon travail, il y a pas de problème. Mais j'arrive pas à me transporter vraiment dedans et me dire waouh, putain, c'est incroyable et la voix elle est fabuleuse. J'ai vraiment ce problème-là, c'est pour ça que j'ai beaucoup de hâte sur peut-être une VF ou une VO, ou pardon, une version anglaise, pour voir un peu ce que ça peut donner dans d'autres langues, surtout ce genre de poème. Ça peut être intéressant parce que là, ce genre de seiyuu là, c'est des voix que j'entends tout le temps dans plein d'animés. Et je sais pas, l'aspect un peu poème récité, ça marche pas trop avec ce genre de voix, tu vois. Je sais pas, je pense que tu serais pas d'accord, mais. Non, mais je comprends complètement ton Mais point de voilà. vue là-dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un taf de malade sur la voix qui aurait peut-être été intéressant à développer dans le truc. Donc en fait, ouais, je vois ce que tu veux dire là-dessus, Cédric, ouais. Ok. Ouais, parce que pour moi, genre, c'est limite la base justement du truc, quoi. Donc je me dis, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas vraiment une voix extraordinaire, ou je sais pas, genre. Enfin, je sais pas c'est qui les seiyuu, mais genre justement vraiment une voix qui est une vraie prestance, quoi. Une vraie prestance de fou, tu vois. Là, ça aurait été incroyable. Donc voilà, donc on attend beaucoup de Florent Asura pour la suite. Et on passe tout de suite au Canet de l'apothicaire, saison 2. とするほど鮮やかなスカイが一つ一つは微量でも組み合わせ次第で毒になりうる一体誰が持ち込むように仕向けた Donc les Canets de l'apothicaire saison 2, donc on suit toujours Mao Mao, une jeune fille qui est très douée en médecine et en poison, qui travaille au palais impérial. Alors du coup, cette nouvelle saison, du coup, on continue d'enquêter sur les affaires étranges qui se passent dans le palais. Il y a des maladies mystérieuses, des tentatives d'empoisonnement. Elle est intelligente, du coup, elle va découvrir d'où viennent les problèmes, machin, machin, elle va régler les problèmes. Le problème qu'il y a rien qu'au synopsis, c'est que les canards d'apothicaire, comme pour la saison 1 que j'avais abordé dans l'épisode d'avant, j'ai j'arrive pas à m'accrocher vraiment à cette série. Il y a toujours en fait, c'est toujours les mêmes histoires en boucle, j'ai l'impression. J'arrive pas à trouver ça très intéressant sur la durée, encore une fois. Là, ça va faire maintenant, on est peut-être au 28 épisodes au total.
et juste j'arrive pas à m'y intéresser. J'arrive vraiment pas à mettre des mots dessus. J'ai quasiment mis aucune note pour cette saison. Pourtant, j'aime bien ce qui se passe, encore une fois. J'aime bien les épisodes qui me sont proposés. Mais j'arrive vraiment pas à trouver l'histoire, l'intrigue, toutes les maladies qui se passent. En fait, tout ce qui se passe sur les personnages, ça ne m'intéresse pas. J'arrive pas à avoir de la compassion vers les personnages. J'arrive pas à m'attacher à eux. J'ai vraiment du mal avec les carnets d'apothicaire. J'espérais dans cette saison 2 que ça change un petit peu, que ça évolue, qu'il y a des intrigues vraiment très dures qui se passent. Mais encore une fois, c'est toujours pour moi les mêmes mystères, les mêmes intrigues, les mêmes révélations. Ça n'avance pas, je trouve, du tout. Et j'arrive pas à continuer à suivre et à m'intéresser à la série, quoi. Je te rejoins sur un peu sur cet avis-là. En fait, ce que j'arrive pas trop à cerner, c'est que voilà, donc c'est les Carnets de l'apothicaire saison 2. Quand on fait une saison 2, on est un peu là pour scinder les arcs, pour marquer une transition, un changement ou une nouvelle orientation. Là, en fait, j'arrive pas à différencier la saison 1 de la saison 2. Enfin, si on avait mis les épisodes qu'on a actuellement dispo dans la saison 1, j'aurais pas senti la transition, la transformation des d'arcs. Là où on la ressent vraiment dans Solo Leveling, en fait. Là où ça marche vraiment, où la saison 2 fait son travail de saison 2. En fait, là, je ne ressens pas le changement. Donc, en fait, on est encore, comme tu as dit, Cédric, sur ces petites histoires d'empoisonnement, de qui a tué qui, je prends soin de Dinchi, je suis à la cour impériale, etc. Je fais des petits trucs. Évidemment, oui, on est là pour Mao Mao parce que le personnage est rigolo et tout machin. Mais même là, Mao Mao ne fait plus tant de blagues que ça. Elle est assez premier degré sur pas mal de choses, assez sérieuse. Donc en fait, je perds même le running gag de voir Mao Mao en fait. Et c'est un petit peu dommage parce que je m'attendais à une petite montée en puissance quand même de cette saison 2 parce que vu l'appréciation globale de l'œuvre, je me suis dit, attends, pour qu'il y ait autant de monde qui soit autour dessus, c'est qu'il y a quelque chose de gros qui va arriver peut-être plus tard. Et en fait, non, c'est juste pareil. Alors, si vous avez adoré la saison 1, vous allez adorer la saison 2, puisqu'il n'y a pas trop de changements. Mais c'est vrai que nous qui attendions un peu d'évolution, t'es un petit peu surpris. Moi, je pense que je vais continuer, parce que j'ai vraiment envie de savoir où veut nous emmener les carnets de l'apothicaire. Mais voilà, petite déception, c'est un petit peu amer de lancer un épisode et de se dire que ça s'appelle saison 2, alors que c'est juste... pas vraiment une suite ou une transition, c'est la continuité de la une sans différence, quoi. Oui, je te rejoins là-dessus. Moi, clairement, j'ai pas vu les carnets d'apothicaire avant la saison 2, du coup, j'avais tout regardé. Et quand la saison 2 a commencé, je me dis, c'est pour ça que j'avais dit que j'avais hâte de la saison 2, parce que je me dis que ça va relever le niveau. Comme pour Solo Leveling, tu vois, Solo Leveling, j'avais pas apprécié tellement la saison 1, la saison 2, je la trouve exceptionnelle. Là, bah, c'est pareil, tout pareil. Donc en fait, c'est pas un animé que je vais dropper sur le moment, mais je pense que s'il y a une saison 3 et que ça n'avance toujours pas, ou qu'il n'y a pas un élément déclencheur, je pense que je vais m'arrêter là pour les carnets d'apothicaire, car vraiment, je, je vois pas comment ça peut m'intéresser au-delà de 30 épisodes, quoi, en fait. Genre, si au bout de 30 épisodes, j'arrive pas à trouver un vrai intérêt, je vois pas pourquoi je me forcerais en limite à regarder, parce que à chaque fois que je regarde mes épisodes dans l'ordre de sortie, quand j'arrive à la carrière de l'apothicaire, j'ai limite ce truc en moi qui me dit oh, j'ai la flemme. À deux doigts de mettre en x2, quoi. Genre, c'est fou, quoi. Donc ouais, non, la carrière de l'apothicaire, je vais continuer à regarder. On vous dira ce qu'on en pense jusqu'à fin mars s'il y a des vrais changements. Mais s'il n'y a pas de changement d'ici là, pour moi, je vais m'arrêter là, quoi. Donc voilà, donc on a terminé, on va dire, avec les animés, on va dire, en cours. Maintenant, on va parler des animés solo. Donc on vous avait parlé dans l'épisode précédent qu'on avait des animés que moi je voulais regarder, mais pas Paul, et inversement. Donc je vais commencer par l'animé My Happy Maria saison 2. My Happy Maria saison 1, donc on y suit l'histoire de Mio Semori, donc une jeune femme venant d'une famille prestigieuse. Donc elle est maltraitée et rejetée depuis son enfance par sa belle-mère et sa demi-sœur et puis son père qui le renie. Elle est considérée comme inutile par leur famille car elle n'a pas de pouvoir surnaturel comme les autres. Donc un jour son père décide de la marier au personnage de Kyoka Kudo. Donc c'est un capitaine militaire qui, selon les rumeurs, était assez froid et impitoyable. Donc pour la belle-mère et la demi-sœur, c'était parfait comme mariage arrangé.
Et pourtant, bah, on apprend qu'au final, bah, Kyoka, c'est une personne qui est vraiment bienveillante, malgré qui est très distant. Et voilà, du coup, on va suivre ce petit couple à travers une histoire assez fantaisiste que je m'attendais pas du tout à voir. Et voilà, et du coup, là, la saison 2 vient de commencer. Pour revenir vite fait, du coup, sur la saison 1, donc, comme je l'ai dit, c'est une grosse surprise pour ma part, car je m'attendais pas déjà à autant aimer les personnages. Donc déjà, le personnage de Mio, que j'aime beaucoup, qui a une sorte de confiance en elle grâce à Kyoko, femme assez courageuse. Elle fait un peu de peine à voir au début, mais après, elle a une évolution vraiment positive. On a une vraie attache émotionnelle après avec ce personnage. Ensuite, on a Kyoka qui est très ferme au début, on le découvre très protecteur ensuite et très intentionné sur quelques détails, notamment bah, cette scène du coup où Mio se fait kidnapper par sa belle-mère et sa sœur et qui la torture dans sa grange, et que t'as Kyoka qui débarque en mode ultra badass, qui vient détruire le bâtiment en mode laissez-la tranquille et tout machin, sans vouloir faire de mal à la mère et belle-mère, juste il récupère juste Mio et il les laisse dans leur maison en feu, et je trouve que le personnage est incroyable. Il est très très beau comme personnage. Et après, il y a tout ce côté un peu, le fait que Mio a des pensées qu'elle n'a pas forcément révélées parce qu'elle reste quand même très intimidée aussi par Kyoka. Donc, ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une évolution qui, du coup, qui se développe sur ça. Et c'est vachement intéressant, surtout sur la conclusion de la saison 1. Et du coup, le côté des pouvoirs surnaturels qui joue un rôle assez central dans la série. On a chaque personnage qui a des pouvoirs différents. Donc, il y en a un qui sait manipuler les éléments naturels, une autre qui a une vision spirituelle, d'autres des barrières de protection, l'autre qui voit l'avenir, etc. Bref, on a plein de pouvoirs qui sont montrés, développés par certains personnages. Donc c'est une série en fait qui parle vraiment de soutien émotionnel, de guérison par rapport à des traumatismes qu'on a vécu. Donc c'est très très beau à voir. Ça parle beaucoup d'abus familiaux sur Mio, sur le fait qu'elle doit avoir un mariage forcé, etc. Et on est vraiment dans cette époque aussi un peu Japon féodal, avec cette pression sociale, d'héritage familial, etc. Saupoudré justement de pouvoir, etc. Donc franchement, non, c'est très très intéressant. Et du coup, cette saison 2, du coup, alors je l'ai commencé il n'y a pas très très longtemps, car comme je l'ai dit, on a vu plus de 70 épisodes et je devais aussi rattraper d'anciennes séries, du coup, bah, Orb, Blue Box, etc. Du coup, My Happy Match, j'ai dû le voir il n'y a pas très très longtemps, donc c'est encore à chaud. Donc on retrouve dans cette saison 2 du coup l'ancien beau-père du coup de Kyoka, qui va du coup essayer de tout faire pour essayer de la récupérer sous la menace évidemment de tuer son mari, etc. J'ai pas encore eu le temps de tout regarder, donc je vais pas trop m'étendre dessus, mais j'en parlerai plus en détail du coup plutôt fin mars. Donc voilà, My Happy Mariage saison 2, c'est le visionnage solo de Cédric. Quant à moi, rien à voir. Un de mes visionnages solo, je vous en avais parlé dans le premier épisode, c'est l'animé, le Red Ranger. Alors, de son du vrai nom, The Red Ranger Becomes an Adventurer in Otherworld. Tout est dans le titre, voilà. Donc, c'est un Power Ranger rouge qui va mourir au combat et qui va se réincarner dans un monde de fantasy. Bon, je vais pas m'étendre trop longtemps sur le sujet. C'est pas bien, c'est pas vraiment pas dingue. En gros, c'est juste le Power Ranger rouge qui aide une sorcière à retrouver l'honneur de son père. Voilà. Et ils ont des petites embûches. C'est un peu drôle. Il y a quand même un ou deux petites choses que je peux vous dire que je trouvais marrantes. C'est qu'en fait, le Power Ranger rouge, en fait, il a tous les clichés du Power Ranger qu'on connaît, vraiment le plus cliché possible. Et en fait, tout le monde se fout de sa gueule parce que en mode, mais pourquoi tu fais des pauses pour te transformer? Pourquoi quand tu te transformes, ça explose derrière toi? En mode, bah ça dans les séries Power Rangers, c'est des effets spéciaux, on le voit pas, c'est juste pour la beauté de l'événement du truc. Mais là, il y a vraiment une explosion qui a lieu quand il se transforme. Et du coup, tout le monde est en mode, oh putain, il va se transformer, ça va péter et tout. Et donc, en fait, c'est rigolo. Ils reprennent des concepts des Sentai Red, des Sentai Red très classiques. Et c'est assez rigolo quand même, des fois, ça fait assez mouche. Donc, j'avoue que cette saison, avoir un animé où je souris un peu, que je rigole un petit peu, ça permet de déconnecter un petit peu après avoir enchaîné des trucs un peu plus sérieux. Voilà, mais sinon, à part ça, ne vous forcez pas à regarder, il y a bien mieux à faire. Mais voilà, c'est rigolo, mais c'est tout, quoi. J'ai mis dans la watchlist, hein.
J'enchaîne avec la saison 2 de Ishura. Voilà, Ishura, animé que je regarde aussi de mon côté, parce que c'est vrai que tu n'avais pas vu la saison 1, et là il y a la 2 qui sort, donc voilà, il passe à se forcer à regarder ça. Donc voilà, comme je l'avais raconté premier épisode, voilà, Ishura, c'est un Battle Royale avec des demi-dieux, fin. Donc c'est la suite de ce concept-là, nouvel arc qui va démarrer, arc du tournoi qui se prépare. C'est un peu mieux que la 1 dans le sens où visuellement c'est un peu plus beau, il y a un poil moins de CGI et les combats ont un peu plus de sens, c'est moins forcé, et puis il y a un peu plus de background sur les demi-dieux. Enfin, voilà, je prends l'exemple de Toroa l'affreux, qui est un personnage que je trouve vraiment sympa, qui a le mérite d'avoir un peu de développement et qui en plus a un seiyuu de malade mental qui est Daisuke Ono. C'est lui qui fait Jotaro dans Jojo notamment. Donc voilà, moi je suis très vite attaché à ce personnage-là, surtout grâce au seiyuu. Voilà, rien de plus à ajouter sur Ishura, c'est de la grosse bagarre. Si vous cherchez un animé c'est full baston, c'est complètement débile. Et il y a beaucoup de pouvoirs différents. Genre si vous voulez voir des gros robots mechas se battre contre des dragons et tout ça en support avec des demi-dieux qui sont complètement pétés. Bref, c'est l'abondance de combat et de puissance. Donc voilà, si vous voulez déconnecter votre cerveau sur de la grosse bagarre, vous pouvez regarder ça. Vous pouvez regarder Ishura, c'est sur Disney+. Donc voilà. Et je termine la section animé solo avec Fate, Strange Fate. Et je ne ferai pas de review tout simplement parce que il n'y a pas de contenu, c'est-à-dire qu'en fait l'épisode 1 est sorti cette année, en début de saison, mais la diffusion n'a pas continué parce qu'en fait, la production n'est pas terminée. Et en fait, il y a une annonce de, voilà l'épisode 1 de Strange Fate, la suite en 2025, mais sinon, pas de date, pas de mois de reprise, pas de saison de reprise. On sait que ce sera en 2025, donc en fait, j'ai rien à vous dire de plus de ce qui a déjà pu être dit. L'épisode 1 est exceptionnel, mais voilà, c'est tout. C'est tout ce que vraiment je pense que j'ai à dire parce que la production n'est pas finie. Donc je trouve ça très bizarre de diffuser ce genre de choses, de balancer un épisode 1 comme ça, random, et de même pas terminer la production. Enfin bref, on verra quand ça sera diffusé, mais voilà, c'est extrêmement bizarre. Nous arrivons au terme de ce point de mi-saison, donc ce deuxième épisode de Green Dolphin. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Ça a vraiment été un plaisir avec Cédric de proposer ce point de mi-saison et on a très très hâte de vous retrouver le 31 mars pour la conclusion de la saison actuelle. Là, dans cet épisode-là, on fera la conclusion de toutes les œuvres. On vous donnera notre avis général du coup sur les œuvres abordées ici. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram Green Dolphin pour pouvoir suivre toutes les modifications, annonces et changements peut-être du format. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à faire un petit don sur Tipeee pour soutenir le projet. Ça peut vraiment aider à développer tout ce qu'on veut construire autour de Green Dolphin. Merci pour votre soutien. Continuez à partager le podcast et on se retrouve très bientôt. Gros bisous Cédric et gros bisous tout le monde. Ciao ciao.